Le soleil déclinait derrière les pins parasols, peignant la terrasse d'Alexandre d'une lumière cuivrée qui se reflétait sur les verres en cristal et les couverts en argent. La villa, perchée sur la falaise de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dominait la Méditerranée comme un vaisseau de marbre blanc. Tout avait été pensé pour impressionner, les guirlandes de lampions suspendues aux branches des oliviers centenaires, les tables dressées avec des nappes italiennes brodées main, les serveurs en gants blancs qui circulaient avec des plateaux de champagne millésimés. Les invités, une trentaine de personnes triées sur le volet, formaient un tableau vivant de la haute société, avocats d'affaires, influenceuses aux lèvres refaites, héritiers de dynasties industrielles, tous vêtus de lin beige ou de soie pastel. Leur rire fusait par bouffées, léger comme des bulles de Prosecco. Alexandre se tenait au centre, costume sur mesure bleu nuit, chemise ouverte sur un bronzage parfait. À 35 ans, il incarnait la réussite absolue, PDG de Neuralink, start-up devenue empire en moins de 10 ans, valorisée à plus de 40 milliards d'euros. Les magazines le surnommaient le Mozart de l'intelligence artificielle. Pourtant, ce soir-là, ses mains tremblaient légèrement autour de sa bière artisanale. Il avait répété son discours 100 fois dans le miroir de sa salle de bain en marbre de Carrare. Il allait enfin se libérer. Se libérer d'elle. De Claire. De cette vie qu'il avait construite comme on bâtit une prison dorée. Claire, elle, se tenait un peu à l'écart, près du buffet. Robe noire toute simple, cheveux châtains relevés en un chignon lâche, elle semblait presque invisible parmi les invités. Pourtant, c'était elle qui avait tout organisé, les invitations manuscrites, les fleurs cueillies dans le jardin, les playlists qu'elle avait passé des heures à affiner. Elle avait même préparé les marinades pour les merguez, comme autrefois, quand ils étaient étudiants et qu'ils faisaient des barbecues sur la plage de Pila avec 20 € en poche. Elle connaissait chaque détail de cette soirée, parce qu'Alexandre le lui avait demandé. Ce sera notre dernier souvenir ensemble, avait-il murmuré la veille, en l'embrassant sur le front comme on embrasse une sœur. Léa, la nouvelle compagne d'Alexandre, se tenait près du barbecue. 27 ans, influenceuse fitness aux abdos sculptés et aux cheveux blonds cendrés, elle retournait les saucisses avec une spatule en inox, un sourire éclatant aux lèvres. Enceinte de 5 mois, elle portait une robe moulante blanche qui mettait en valeur son ventre rond. Les invités la félicitaient, prenaient des selfies avec elle, commentaient la future nurserie qu'Alexandre avait fait dessiner par un architecte star. « Vous allez être des parents formidables », répétait-il en chœur. Léa riait, posait une main protectrice sur son ventre, jetait des regards complices à Alexandre. Le moment arriva. Alexandre tapa dans ses mains pour demander le silence. Les conversations s'éteignirent comme une radio qu'on baisse. Il monta sur une petite estrade improvisée en réalité, une caisse de vin retournée et leva sa bière. Mes amis, commença-t-il d'une voix forte, merci d'être là ce soir. Ce barbecue n'est pas un simple barbecue. C'est une célébration. Il marqua une pause, chercha Claire du regard. Elle se tenait droite, les mains jointes devant elle, un sourire poli aux lèvres. Claire et moi, nous avons partagé 10 ans de vie. 10 années extraordinaires. Mais aujourd'hui, je veux que vous soyez tous témoins d'une nouvelle étape. Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. Certains pensaient à un renouvellement de vœux, d'autres à l'annonce de la grossesse de Léa. Alexandre continua, je quitte Claire. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu l'entendre tomber. Les lampions semblaient soudain trop vifs, les rires trop lointains. Alexandre leva sa bière plus haut. Que tous en soient témoins, lança-t-il, un sourire triomphant aux lèvres. Enfin libre. Léa applaudit la première, suivie par les autres. 30 paires de mains qui claquaient, 30 sourires qui s'étiraient. Claire resta immobile une seconde, puis leva son verre à son tour. Sa voix, quand elle parla, était claire comme du cristal. À la liberté. Les applaudissements redoublèrent. Alexandre lui adressa un sourire qu'il voulait magnanime. Claire but une gorgée de vin blanc, puis reposa son verre avec une précision chirurgicale. D'ailleurs, ajouta-t-elle doucement, quelqu'un veut savoir pourquoi Alexandre est stérile depuis l'accident? Le monde s'arrêta. Les merguez grésillèrent dans le vide. Une mouette passa au-dessus de la terrasse avec un cri rauque. Léa, la spatule encore à la main, se figea. Sa bière glissa de ses doigts et explosa sur les dalles en pierre, projetant des éclats de verre et des bulles mousseuses sur ses sandales blanches.
Quel accident? Demanda-t-elle d'une voix blanche. Alexandre sentit son cœur s'arrêter. Il descendit de l'estrade, les jambes en coton. Les invités formaient maintenant un cercle autour d'eux, comme des spectateurs dans une arène romaine. Claire ne bougeait pas. Ses yeux, d'un brun profond, fixaient Alexandre sans ciller point. Tu ne leur as pas dit? Murmura T-L. Et sa voix portait pourtant jusqu'au fond du jardin. Alexandre ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les souvenirs affluaient, brutaux, précis. La nuit de novembre, 10 ans plus tôt. La route verglacée. La voiture qui dérape. L'arbre. Le sang. Les hurlements. L'hôpital. Les médecins qui parlent de lésions irréversibles. La décision de tout cacher. Pour la protéger, s'était-il répété pendant des années. Pour protéger sa carrière naissante. Pour protéger son image. Pour ne pas avoir à affronter la vérité. Claire s'approcha de lui, lentement. Les invités s'écartèrent comme une mère qui se fend. Tu te souviens de la nuit où tu m'as juré que tu ne me quitterais jamais? Demanda-t-elle. Sa voix tremblait maintenant, mais pas de peur. De rage contenue. Tu te souviens de l'hôpital? Des semaines où je ne pouvais plus marcher? Tu te souviens que tu m'as fait promettre de ne jamais en parler? Léa recula d'un pas. Son ventre rond semblait soudain trop lourd. Alexandre? Commença T-L. Et elle ne l'entendit pas. Il ne voyait que Claire. Et derrière elle, dans l'ombre de la maison, une petite silhouette. Théo. 7 ans. Les cheveux en bataille, un doudou en forme de requin serré contre lui. Il regardait la scène sans comprendre, mais avec cette intuition des enfants qui sentent quand le monde bascule. Claire se tourna vers les invités. L'accident, c'était il y a 10 ans. Alexandre conduisait. J'étais enceinte de 3 mois. Elle marqua une pause. Les mots semblaient lui brûler la gorge. J'ai perdu le bébé. Et lui, il a perdu la capacité d'en avoir d'autres. Un hoquet collectif. Quelqu'un étouffa un sanglot. Léa porta les 2 mains à son ventre, comme pour protéger l'enfant qui y grandissait. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Tu m'as dit que... Alexandre trouva enfin sa voix. Claire, s'il te plaît. Mais elle secouait la tête. Non. Tu voulais des témoins? Eh bien, ils sont là. Elle se tourna vers Léa. Tu es enceinte de 5 mois. Félicitations. Mais cet enfant? Sa voix se brisa. Cet enfant n'est pas de lui. Léa blêmit. Les invités retinrent leur souffle. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il chercha un appui, trouva le regard de Théo. L'enfant s'avança, traînant son doudou par une nageoire. Maman, dit-il simplement. On rentre à la maison? Claire s'agenouilla, prit son fils dans ses bras. Oui, mon cœur. On rentre. Elle se releva, ramassa son sac à main posé sur une chaise. Sans un regard en arrière, elle traversa la terrasse, Théo trottinant à ses côtés. Les invités s'écartèrent à nouveau, cette fois avec respect. Ou avec peur. Les lampions vacillèrent dans la brise marine. Alexandre resta seul au centre de la terrasse. Les merguez brûlaient sur le grill, envoyant une fumée âcre qui piquait les yeux. Léa pleurait en silence, une main sur son ventre, l'autre sur sa bouche. Les invités commencèrent à partir, un à un, sans un mot. Les serveurs éteignirent les lampions. La nuit tomba comme un rideau de théâtre. Dans la maison, Alexandre trouva la chambre de Théo vide. Les jouets avaient disparu. Les dessins accrochés au mur aussi. Sur le bureau, une seule feuille. Un dessin au crayon, une maison, un papa, une maman, un garçon. Et en bas, en lettres maladroites, pour quand tu reviendras. Il s'assit sur le petit lit, le dessin à la main. Les larmes vinrent enfin, silencieuses, brûlantes. Dehors, la mer continuait de battre la falaise, indifférente. La villa, si grande, si parfaite, résonnait maintenant comme une coquille vide. Claire et Théo étaient partis avec une valise chacun. Dans le taxi qui les emmenait vers Nice, Théo s'endormit contre l'épaule de sa mère. Claire regarda défiler les lumières de la côte. Elle ne pleurait pas. Pas encore.
Elle serrait dans sa main la clé de leur nouvel appartement, un 2 pièces dans un quartier modeste, loin des palaces et des mensonges. Alexandre, lui, passa la nuit sur la terrasse. Il but jusqu'à l'aube, mais l'alcool ne noya rien. Au lever du soleil, il trouva Léa dans la cuisine, une valise à ses pieds. « Je pars, dit-elle simplement. Chez ma sœur. » Il ne chercha pas à la retenir. Il savait point les jours suivants furent un brouillard. Les journaux People s'emparèrent de l'histoire. Le milliardaire stérile, scandale au Cap Ferrat. Les actions de Neuralink chutèrent de 8%. Les investisseurs paniquèrent. Alexandre annula les réunions, les interviews, les dîners. Il erra dans la villa comme un fantôme, touchant les affaires de Théo, relisant les vieux messages de Claire. Il découvrit des choses qu'il n'avait jamais vues, des factures médicales qu'elle avait payées seule, des lettres de l'école où elle signait, parents seuls, des photos d'elle enceinte de l'enfant qu'ils avaient perdu. Un mois plus tard, la villa fut mise en vente. Alexandre déménagea dans un appartement anonyme à Paris. Il licencia son équipe de communication, coupa les ponts avec la plupart de ses amis. Il conserva une seule photo, celle de Théo à la plage, 3 ans plus tôt, en train de construire un château de sable. Claire était à côté, riant, les cheveux au vent. Et elle ne savait pas encore qu'il allait tout reconstruire. Pas l'empire. Pas la gloire. Mais quelque chose de plus précieux. Il ne savait pas que, 5 ans plus tard, il entrerait dans une petite épicerie de quartier et que Théo lui tendrait un dessin. Il ne savait pas que Claire lui pardonnerait, non pas d'un coup, mais pierre par pierre, comme on rebâtit une maison après un séisme. Ce soir-là, sur la terrasse déserte, il n'était qu'un homme qui venait de tout perdre. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour commencer à vivre. 5 années s'étaient écoulées comme un embattement d'ailes de goéland au-dessus de la mer. La villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat avait été vendue à un prince saoudien qui l'avait transformée en palace privé. Les lampions, les nappes italiennes, les merguez calcinées n'étaient plus que des pixels dans les archives des magazines People. Alexandre, lui, vivait désormais dans un 2 pièces haussmannien du 17 arrondissement de Paris, au 5e sans ascenseur. L'appartement sentait le café froid et les livres empilés, les fenêtres donnaient sur une cour intérieure où un figuier luttait pour survivre entre les murs gris. Il n'y avait plus de serveurs en gants blancs, plus de champagne millésimé, seulement une cafetière italienne cabossée et un frigo où traînaient des yaourts nature périmés. Neuralink existait toujours, mais Alexandre n'en était plus le PDG. Il avait cédé sa place à un comité exécutif contre une indemnité colossale qu'il n'avait jamais touchée. L'argent dormait sur un compte offshore, comme un animal endormi qu'on n'ose pas réveiller. Il passait ses journées à marcher dans Paris, du canal Saint-Martin à la butte Montmartre, les mains dans les poches d'un manteau trop grand. Il achetait des croissants aux amandes qu'il ne finissait jamais, s'asseyait sur des bancs publics, regardait les enfants jouer au foot avec des bouteilles en plastique. Parfois, il reconnaissait dans un rire d'enfant la voix de Théo, et son cœur se serrait comme une éponge qu'on essore. Claire, elle, avait atterri à Asnières-sur-Seine. Un immeuble des années 70, 3e étage, porte 3B. L'appartement faisait 35 mètres carrés, mais il était à elle. Elle y avait peint les murs en blanc cassé, accroché des rideaux en lin brut, installé une étagère Ikea remplie de livres d'occasion et de jouets en bois. Elle travaillait comme caissière à l'hypermarché du centre commercial Quartz, 6 jours sur 7, de 14h à 20h. Les clientes la connaissaient. « Claire, vous avez encore des promos sur les yaourts ?» Elle souriait, scannait, rendait la monnaie. Le soir, elle récupérait Théo à l'école, lui faisait réviser ses tables de multiplication sur la table de la cuisine, lui préparait des pâtes au beurre avec un peu de gruyère râpée. Ils regardaient ensemble Le Monde de Nemo, pour la 1000e fois, et Théo s'endormait contre elle, son doudou requin coincé sous le menton. Théo avait 12 ans maintenant. Grand pour son âge, les cheveux châtains de sa mère, les yeux gris-vert de son père. Il collectionnait les cartes Pokémon, jouait au foot dans la cour de l'immeuble, rêvait d'être vétérinaire pour soigner les dauphins. Il ne parlait presque jamais d'Alexandre. Une fois, en classe de CE2, il avait écrit dans une rédaction « Mon papa est parti en voyage d'affaires très loin ». La maîtresse avait corrigé « Très loin, c'est vague ». Théo n'avait rien changé. Il gardait une photo dans son portefeuille, Alexandre le portant sur ses épaules à la plage, Claire riant derrière eux. Il la regardait parfois,
quand il pensait que personne ne le voyait point un mardi de novembre, il pleuvait Dreux-sur-Asnières. Les gouttes tambourinaient sur les toits en zinc, transformant les rues en rivières miniatures. Claire finissait son service à 20h03, comme toujours. Elle rangea sa caisse, enfila son imperméable kaki, dit au revoir à Fatima, sa collègue. Dehors, le parking était presque désert. Elle traversa à grands pas, les sacs de course dans les bralets, compote pour Théo. Elle ne vit pas la silhouette qui l'attendait sous l'auvent de l'entrée du magasin. Alexandre était là, trempé jusqu'aux os, un parapluie cassé à la main. Il avait vieilli. Des rides au coin des yeux, des cheveux poivre et sel, une barbe de 3 jours. Il portait un jean et un pull en laine gris qui avaient connu des jours meilleurs. Il la regarda s'approcher, hésita, puis fit un pas. Claire. Elle s'arrêta net. Les sacs glissèrent de ses mains, les œufs se brisèrent sur le bitume. Elle ne les ramassa pas. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient point. « Je ?» Il chercha ses mots. « Je passais dans le coin. » Elle éclata d'un rire amer. « Tu passais dans le coin ? À Asnières ? À 20h ? » Il baissa les yeux. « Non. Je suis venu exprès. » Un silence. La pluie tombait entre eux comme un rideau. Claire ramassa ses sacs, les œufs cassés dégoulinant sur ses doigts points. « Théo m'attend. »« Je sais. » Il fit un pas de plus. « Je peux vous raccompagner ?» Elle le regarda longuement. Ses yeux étaient les mêmes, mais plus durs. Plus fatigués point. Non. Elle tourna les talons. Il la suivit à distance, comme un chien battu. Ils marchèrent ainsi jusqu'à l'immeuble, sous la pluie. Théo les attendait dans le hall, assis sur les marches, son cartable sur les genoux. Il leva la tête en les voyant entrer ensemble. Ses yeux s'écarquillèrent point. « Maman ?» Claire posa les sacs, essuya ses mains sur son jean. « C'est un ancien ami. » Théo se leva lentement. Il regarda Alexandre, puis le dessin qu'il tenait à la main, un dauphin sautant au-dessus d'une vague, colorié avec soin. Il l'avait fait en classe d'art plastique. « T'es le monsieur de la photo ?» dit-il simplement. Alexandre sentit son cœur se fendre. Il s'agenouilla, malgré la flaque d'eau sur le carrelage. « Salut, Théo. » L'enfant tendit le dessin. « C'est pour toi. Maman dit que tu aimais les dauphins. » Alexandre prit le papier. Ses doigts tremblaient. Le dauphin avait un sourire immense, des yeux ronds, une nageoire en forme de cœur. « Il est magnifique. » Théo haussa les épaules. « J'en ai fait un pour maman aussi. Mais le tien est plus beau. » Claire les regardait, les bras croisés. Elle ne disait rien. Alexandre se releva. « Je peux monter ? Juste 5 minutes ? » Elle hésita. Puis, d'un signe de tête, elle ouvrit la porte de l'escalier. Ils montèrent en silence. L'appartement sentait la soupe aux poireaux et le linge propre. Théo courut dans sa chambre, revint avec une boîte de Lego. « Tu veux construire un bateau ? demanda-t-il à Alexandre. Claire s'assit sur le canapé, les bras toujours croisés. Alexandre s'installa par terre, à côté de Théo. Ils construisirent un bateau pirate avec une voile rouge. Théo parlait sans arrêt, l'école, ses copains, le match de foot du mercredi, le dauphin qu'il voulait adopter un jour. Alexandre écoutait, hochait la tête, posait des questions. Il n'osait pas regarder Claire. À au bout d'une heure, Théo bâilla. Claire se leva. Au lit, mon cœur. Théo embrassa Alexandre sur la joue, sans hésiter. Tu reviendras demain ? Alexandre regarda Claire. Elle ne répondit pas. Il se leva. Je ne sais pas, bonhomme. Mais je reviendrai. Promis. Dans l'escalier, Claire le raccompagna. Ils s'arrêtèrent au 2e étage. Pourquoi maintenant ? demanda-t-elle à voix basse. Et elle sortit une enveloppe de sa poche. Dedans, une clé USB. Tout est là. Les rapports médicaux. Les factures que tu as payées seule. Les lettres que tu as écrites à l'école. J'ai tout retrouvé. Elle ne prit pas l'enveloppe. Et alors ? Je veux réparer.
Pas avec de l'argent. Avec du temps. Elle le regarda longuement. Point. Tu as eu 5 ans. Je sais. Un silence. Puis, reviens samedi. Théo a un match de foot à 10h. Il hocha la tête. Elle remonta. Il resta là, sous la pluie, la clé USB dans la main. Le samedi suivant, il était là à 9h45, avec un thermos de chocolat chaud et des croissants. Théo sauta dans ses bras. Claire resta en retrait, mais elle sourit quand Alexandre marqua un but avec Théo sur les épaules. Après le match, ils allèrent manger des crêpes dans une brasserie près du stade. Théo parla sans arrêt. Claire écouta. Alexandre paya l'addition, mais Claire refusa qu'il règle autre chose. Les semaines passèrent. Alexandre venait tous les samedis. Puis les mercredis. Puis certains soirs de semaine. Il apprit à faire des crêpes sans les brûler, à tresser les cheveux de Théo pour l'école, à réparer le vélo crevé. Claire le laissait entrer, mais gardait une distance. Un soir, Théo demanda « Tu vas revenir vivre avec nous ?» Alexandre regarda Claire. Elle baissa les yeux. On verra, dit-elle. Un autre soir, Théo eut de la fièvre. 39,5 degrés Celsius. Claire paniqua. Alexandre arriva en pleine nuit, avec du paracétamol et une bouillotte. Il resta jusqu'au matin, changea les compresses, lut « Le Petit Prince » à voix basse. Théo s'endormit contre lui. Claire, épuisée, s'endormit sur le canapé. Quand elle se réveilla, Alexandre dormait par terre, la tête sur l'accoudoir, Théo blotti contre lui. Elle le regarda longtemps. Puis elle posa une couverture sur eux. Un dimanche de printemps, ils allèrent tous les trois à la mer. À Deauville, pas loin. Théo courut sur la plage, ramassa des coquillages. Alexandre et Claire marchèrent derrière, en silence. Puis elle parla. Léa a accouché. Un petit garçon. Il hocha la tête. Je sais. Elle t'a écrit ? Oui. Je n'ai pas répondu. Elle s'arrêta. Regarda la mer. Tu sais ce que j'ai fait, après la soirée ? J'ai pleuré pendant 3 jours. Puis j'ai arrêté. J'ai décidé que je ne pleurerais plus pour toi. Il ne dit rien. Mais Théo, il a besoin d'un père. Pas d'un fantôme. Il tourna la tête. Je ne suis pas un fantôme. Alors prouve-le. Il prouva. Il vendit l'appartement parisien, acheta un 3 pièces à Asnières, à 2 rues de chez Claire. Il prit un boulot de consultant freelance, à mi-temps. Il emmena Théo au foot, aux devoirs, aux anniversaires. Il apprit à faire la lessive, à repasser les chemises, à couper les croûtes des sandwichs. Claire le regardait faire, sans commentaire. Un soir d'été, Théo demanda à Alexandre de l'aider à faire un exposé sur les dauphins. Ils passèrent des heures sur Internet, imprimèrent des photos, dessinèrent des cartes. Claire les regardait depuis la cuisine, une tasse de thé à la main. Quand Théo s'endormit, elle s'assit à côté d'Alexandre. Tu te souviens de la nuit de l'accident ? Demanda T-L. Il hocha la tête. J'ai rêvé de cette nuit pendant des années. Je revoyais le sang. L'arbre. Ton visage. Elle but une gorgée de thé. J'ai fait une thérapie. 2 ans. J'ai appris à pardonner. Pas pour toi. Pour moi. Il la regarda. Et maintenant ? Elle posa la tasse. Maintenant, je ne sais pas, il prit sa main. Elle ne la retira pas. Les mois passèrent. Alexandre devint une présence constante. Il répara la fuite du lavabo, repeignit la chambre de Théo en bleu océan, emmena Claire au cinéma pour la première fois depuis 10 ans. Ils rirent devant une comédie romantique nulle. Elle pleura à la fin. Il essuya ses larmes avec son mouchoir. Un soir de décembre, Théo eut une angine. Alexandre veilla toute la nuit. Au petit matin, Claire entra dans la chambre. Théo dormait. Alexandre était assis par terre, la tête contre le lit. Tu peux dormir dans le canapé, dit L. Elle se leva. Elle l'accompagna. Dans le salon, elle alluma la guirlande du sapin. Ils s'assirent. J'ai peur, dit-elle. De quoi ? De retomber. De te faire confiance. Il prit sa main.
Je ne te demande pas de me faire confiance. Je te demande de me laisser essayer. Elle le regarda. Puis, lentement, elle posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi jusqu'au lever du jour. Le déclic fut lent, comme une marée qui monte. Théo posa des questions. Pourquoi tu ne dors pas ici? Claire répondit, parce que les grandes personnes, c'est compliqué. Alexandre ajouta, mais on travaille dessus. Un jour, Théo offrit à Alexandre un dessin. Une maison. Un papa, une maman, un garçon. Et un dauphin dans le jardin. C'est pour quand tu reviendras, dit-il. Alexandre accrocha le dessin au-dessus de son bureau. Claire le vit. Elle sourit. Un soir de printemps, ils allèrent tous les trois au parc Monceau. Théo courait après les pigeons. Alexandre et Claire s'assirent sur un banc. J'ai une proposition, dit Dachille. Et elle sortit une petite boîte. Dedans, pas une bague. Une clé. La clé de chez moi. À Asnières. Si un jour, tu veux. Elle prit la clé. La serra dans sa main. Et si on commençait par un dîner, proposa d'acheter Dachelle. Et elle sourit. Dîner, cinéma, crêpes? Crêpes brûlées? Promis. Théo revint, essoufflé. J'ai faim. Ils se levèrent. Alexandre prit Théo sur ses épaules. Claire marcha à côté, la clé dans la poche. Ce n'était pas encore une fin. C'était un début. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Le printemps suivant, Asnières-sur-Seine se réveilla sous une lumière douce, presque timide, comme si la ville elle-même hésitait à croire au changement. Les marronniers de l'avenue Gabriel-Péri avaient fleuri d'un seul coup, leurs grappes blanches tombant en pluie lente sur les trottoirs. L'immeuble de Claire, autrefois gris, semblait moins triste, quelqu'un avait repeint la porte d'entrée en bleu lavande. Au 3e étage, l'appartement 3B bruissait d'une vie nouvelle, des rires d'enfants, le cliquetis d'une cafetière, l'odeur de crêpes qui s'échappait par la fenêtre entr'ouverte. Alexandre habitait toujours son 3 pièces à 2 rues, mais il y passait de moins en moins de nuit. Sa clé de chez Claire ouvrait désormais sans grincer, elle traînait sur le buffet, à côté du bol de fruits et des factures rangées dans une boîte en fer. Il avait appris à plier les serviettes en 4, à séparer le blanc du couleur, à couper les croûtes des sandwichs en triangles parfaits. Il avait aussi appris à se taire quand Claire avait besoin de silence, à poser une main sur son épaule quand les souvenirs remontaient, à dire « je suis là », sans ajouter de promesses trop lourdes. Théo, lui, grandissait à vue d'œil. 12 ans et demi, les genoux écorchés, une passion nouvelle pour les documentaires sur les fonds marins. Il avait collé des posters de dauphins partout dans sa chambre, transformé son bureau en aquarium miniature avec des poissons rouges prénommés Nemo, Dory et Crush. Il appelait Alexandre, Alex, désormais, parfois, papa, quand il oubliait de réfléchir. Le mot sortait naturellement, comme une respiration. Alexandre ne le corrigeait pas. Il se contentait de sourire, les yeux brillants. Un samedi de mai, le soleil cognait déjà à 10 heures. Théo avait un tournoi de foot à Colombes. Alexandre arriva avec le sac de sport, les gourdes remplies, les oranges coupées en quartiers. Claire portait un chapeau de paille et des lunettes de soleil, elle riait en regardant Alexandre courir après Théo qui faisait des dribbles dans le couloir. Ils prirent le RER ensemble, entassés avec d'autres familles, Théo assis sur les genoux d'Alexandre, Claire appuyée contre son épaule. Dans le wagon, une vieille dame leur sourit, « Vous formez une belle famille. » Claire ne répondit pas, mais elle serra la main d'Alexandre un peu plus fort. Le match fut épique. Théo marqua 2 buts, glissa dans la boue, pleura quand son équipe perdit au tir au but. Alexandre le consola avec une glace à la vanille, Claire prit des photos avec son téléphone fêlé. Sur le chemin du retour, Théo s'endormit dans le train, la tête sur les genoux de sa mère. Alexandre regarda le paysage défiler, les immeubles, les terrains vagues, les tags colorés. Il pensa à la villa de Cap Ferrat, aux lampions, aux merguez brûlées. Il pensa à Léa, qu'il n'avait pas revue depuis 5 ans. Il pensa à l'accident, à la nuit où tout avait basculé. Puis il regarda Claire, endormie elle aussi, et Théo qui ronflait doucement. Il se dit que c'était ça, le vrai luxe. Pas l'argent. Pas la gloire. Juste ça. L'été arriva avec ses chaleurs poisseuses. Alexandre prit une décision.
Il vendit les dernières parts qu'il détenait dans Neuralink, leva des fonds auprès d'anciens investisseurs, créa une fondation. Il l'appela « Second souffle ». L'objectif, accompagner les hommes touchés par la stérilité post-traumatique, financer des recherches, briser le tabou. Il engagea une psychologue, un urologue, une graphiste. Il organisa des conférences dans des lycées, des ateliers dans des hôpitaux. Il parla, pour la première fois, de l'accident. De la honte. Du silence. Les médias s'emparèrent de l'histoire, mais cette fois, il ne fuit pas. Il répondit aux questions, pleura en direct sur France 2, reçut des milliers de messages d'hommes qui disaient « merci ». Claire le regardait faire, mi-fière, mi-inquiète. Elle avait repris des études du soir, un BTS en gestion, pour ne plus dépendre de personne. Elle travaillait toujours à l'hypermarché, mais elle rêvait d'ouvrir une petite librairie café dans le quartier. Alexandre l'aidait à faire les comptes, à chercher un local. Il passait des soirées sur la table de la cuisine, entouré de plans, de tableaux Excel, de tasses de thé froid. Théo dessinait des logos pour la future librairie, un dauphin tenant un livre, une tasse de café avec des nageoires. Un soir doux, la canicule rendait l'air irrespirable. L'appartement était un four. Ils décidèrent d'aller à la mer, sur un coup de tête. Ils prirent la voiture d'Alexandre, une vieille Peugeot 308 d'occasion, plus de traces de bolides italiens, et roulèrent jusqu'à Deauville. Il était 23 heures quand ils arrivèrent. La plage était déserte, la mer phosphorescente sous la lune. Théo courut dans l'eau en criant, Claire ôta ses sandales, Alexandre roula son pantalon. Ils marchèrent longtemps, les pieds dans l'écume. Théo ramassa des coquillages, les rangea dans la poche d'Alexandre. À un moment, Théo s'éloigna pour chercher un crabe. Alexandre et Claire se retrouvèrent seuls. Il prit sa main. « J'ai quelque chose à te demander, dit-il. » Elle haussa un sourcil. « Encore une clé ?» Il rit. « Non. Mieux. » Il sortit une petite boîte en bois. Dedans, une bague. Pas un diamant clinquant. Une opale, simple, irisée, montée sur de l'argent vieilli. « Claire ?» Sa voix trembla. « Je ne te demande pas de m'épouser pour effacer le passé. Je te demande de m'épouser pour construire l'avenir. Avec Théo. Avec nous. » Elle regarda la bague, puis lui. Ses yeux brillaient. « Tu es sûre ?» murmura-t-elle. « Plus sûre que je ne l'ai jamais été. » Elle hocha la tête. Lentement. Puis plus vite. Elle mit la bague. Elle lui allait parfaitement. Théo revint en courant, un crabe dans les mains. « Regardez. Il a une pince cassée. » Alexandre s'agenouilla. « Théo, ta maman et moi, on va se marier. » L'enfant cligna des yeux. Puis il sourit. Un sourire immense, édenté sur un côté. « C'est vrai ? Vrai de vrai. » Théo lâcha le crabe, sauta dans les bras d'Alexandre. Claire les rejoignit. Ils restèrent enlacés longtemps, le bruit des vagues en fond. Le mariage fut simple. Pas de villa, pas de lampion, pas de champagne millésimé. Une plage à Honfleur, un samedi de septembre. 20 personnes. Fatima, la collègue de Claire. Le coach de foot de Théo. La psychologue de la fondation. Pas de smoking, pas de robe de princesse. Claire portait une robe en lin blanc, Alexandre un costume beige froissé. Théo tenait les alliances dans une coquille Saint-Jacques. Ils échangèrent leurs vœux face à la mer. Alexandre pleura. Claire pleura. Théo pleura parce qu'il avait du sable dans l'œil. Après la cérémonie, ils pique-niquèrent sur la plage. Salade de pâtes, melon, rosé frais. Théo joua au foot avec les enfants des invités. Alexandre et Claire dansèrent sur une enceinte Bluetooth, une vieille chanson de Stromae. Plus tard, Alexandre s'agenouilla devant Théo. « Tu m'as sauvé, petit. » Théo haussa les épaules. « Les papas, ça revient. » La fondation grandit. Second souffle ouvrit un centre à Lyon, puis à Marseille. Alexandre engagea des anciens patients comme ambassadeurs. Il organisa des retraites en montagne pour les couples touchés par la stérilité. Claire, elle, ouvrit sa librairie café.
Elle l'appela le dauphin bleu. Les murs étaient bleus, les étagères en bois flotté, les tables en formica vintage. Théo avait dessiné le logo. Il vendait des livres, des gâteaux, des jus de fruits frais. Les clients venaient pour le café, restaient pour les histoires. Claire organisait des lectures pour enfants le samedi matin. Alexandre venait lire Le Petit Prince, avec une voix grave, Théo jouait le renard. Un jour, une femme entra dans la librairie. Grande, blonde, un bébé dans les bras. Léa. Elle avait vieilli, elle aussi. Des cernes sous les yeux, un sourire fatigué. Elle posa le bébé dans un couffin, commanda un thé. Claire la reconnut. Elles parlèrent longtemps. Léa pleura. Elle raconta son fils, son divorce, sa nouvelle vie de mère célibataire. Claire l'écouta. Puis elle appela Alexandre. Il arriva, hésitant. Léa le regarda. Je suis désolée, dit-elle. Moi aussi. Ils ne se serrèrent pas la main. Mais ils se sourirent. Un sourire vrai. Les années passèrent. Théo grandit. Il entra au collège, puis au lycée. Il devint délégué de classe, joua dans l'équipe de water-polo, rêva d'étudier la biologie marine à Brest. Alexandre et Claire l'accompagnèrent à chaque étape. Ils adoptèrent une petite fille, Lila, 2 ans, abandonnée à la naissance. Elle avait les yeux de Théo, le rire de Claire. Ils l'accueillirent dans l'appartement, qui devint trop petit. Ils achetèrent une maison à Colombes, avec un jardin, un cerisier, une cabane en bois. Théo construisit un bassin pour ses poissons rouges. Lila apprit à marcher dans l'herbe. Second Souffle devint une référence nationale. Alexandre reçut la Légion d'honneur, refusa. Il préférait les merci des pères qui tenaient enfin leur enfant dans les bras. Claire écrivit un livre, Lettre à un fantôme, sur le pardon, la reconstruction, l'amour. Il devint un best-seller. Elle fit des dédicaces dans tout le pays, Alexandre l'accompagnait, portait les cartons de livres. Un soir d'hiver, 20 ans après le barbecue maudit, ils retournèrent à Cap Ferrat. La villa avait été rasée, remplacée par un hôtel écologique. Ils marchèrent sur la falaise, main dans la main. Théo était à Brest, Lila dormait chez une amie. Le vent sentait le sel et le pain. Alexandre s'arrêta. « Tu te souviens ?» demanda-t-il. Claire hocha la tête. Chaque détail. Il sortit une merguez d'un sac isotherme, la fit griller sur un réchaud de camping. Elle rit. Ils mangèrent la saucisse brûlée avec les doigts, burent une bière tiède. « À la liberté » dit-elle. « À l'amour » répondit-il. Ils s'embrassèrent. La mer était calme. Les étoiles brillaient. Plus tard, ils fondèrent une association avec la librairie et la fondation. Ils appelèrent ça « Histoire de famille ». Ils accueillaient des enfants placés, des parents séparés, des couples en reconstruction. Ils organisaient des week-ends à la mer, des ateliers d'écriture, des matchs de foot. Théo revint de Brest pour animer des stages de biologie marine. Lila dessina les affiches. Un jour, un journaliste demanda à Alexandre « Quel est votre plus grand regret ?» Il réfléchit. Puis, d'avoir attendu 5 ans pour revenir. Le journaliste demanda à Claire « Et vous, quel est votre plus grand bonheur ?» Elle sourit. D'avoir laissé la porte ouverte. Phrase marquante, l'amour ne guérit pas tout, mais il donne le courage de tout réparer. Et ils vécurent. Pas heureux tout le temps. Mais ensemble. Toujours.